que vient de dire Madame Touré. Effectivement, dans le cadre des projets d'infrastructure au niveau de l'UOMOA, il avait été décidé, initialement c'était pour les projets du domaine de l'électricité. Il avait été décidé de mettre en place ce qu'on appelle le fonds infrastructure. Et puis, quand le cabinet de Wallis avait été retenu pour faire les études sur ce fonds, le cabinet de Wallis a dit qu'il est très important de mettre en place un fonds d'amorçage d'abord qui sera chargé de financer les études de faisabilité afin que nous ayons dans le pipeline des projets avec les études déjà prêtes sur ces projets-là qu'on peut présenter au financement des privés. Ce fonds d'amorçage doit avoir un capital, je crois, d'environ 12 milliards. Et puis, les 12 milliards sont déjà trouvés parce que dans le cadre de l'initiative régionale pour l'énergie durable, et où on a pu mobiliser, disons, environ 257 milliards de francs, et puis les 257 milliards de francs ont été utilisés pour financer près d'une quinzaine de projets au niveau de l'Union. Il y a des projets, c'est des projets du domaine de l'électricité surtout, hein. Il y a des projets de construction de lignes électriques, des projets de construction de sous-stations électriques, des projets de construction même de centrales. Par exemple, au niveau du Niger, on a contribué pour environ 35 milliards pour la construction de la centrale de 80 MW qu'il y a à Gorubanda, et ce genre. Donc, c'est dans ce cas, c'est dans les 257 milliards qu'on a pu trouver environ 12 milliards qu'on a mis à la disposition de ce fonds d'amorçage. Alors, est-ce que ce fonds d'amorçage est déjà opérationnel? Pas encore. Le fonds d'amorçage n'est pas encore opérationnel et c'est la BOAD qui est chargée de conduire les études pour la mise en place de ce fonds. Je crois que tout est déjà presque terminé et il reste que de petits détails. En principe, vers la fin de l'année passée, le fonds devrait déjà être mis en place. Mais il y a eu quelques petits détails pour lesquels le fonds n'est pas encore mis en place. Et nous sommes très acharnés là-dessus pour que peut-être avant la fin de l'année, début de l'année prochaine, ce fonds-là soit prêt et puis soit opérationnel. Donc il y a un fonds comme ça là, effectivement. Alors, ce que je veux aussi dire, j'espère, c'est que depuis 2 ans environ, les chefs d'État et de gouvernement ont prescrit à la commission de l'UOMOA de s'engager dans un processus de rationalisation des charges. C'est très très important, ce qui fait que le prélèvement communautaire de solidarité est passé de 1% à 0,8%. Donc, je ne pense pas que la commission de l'UOMOA puisse mettre encore en place un autre fonds pour ces genres d'études. Mais ce que je sais qui est faisable aussi, il y a des possibilités de bonification de prêts au niveau de la commission. Il y a des possibilités de bonification de prêts. Donc, vous pouvez explorer quand le fonds d'amorçage sera mis en place. Il y a la possibilité quand même que vous ayez des financements là pour les études. Hein, parce que pour qu'un projet soit présenté à un privé, il faudrait que ce soit un projet déjà avec les études existantes. Ça, c'est très très important. Parce que nous avons eu, par exemple, au niveau des 15 projets que nous avons financés et dans le cadre de l'initiative régionale pour l'énergie durable, c'est des projets qui n'avaient pas encore des études de prise d'habitude. C'est ça qui a fait que ces projets-là ont eu beaucoup de mal à être exécutés. Donc, on a dû s'occuper d'abord des études de faisabilité avant de commencer l'exécution de ces projets-là. Il y a même certains de ces projets qui
actuellement sont encore en cours d'exécution sur près de 5 ans que nous avons commencé, et encore certains projets qui sont encore en cours d'exécution. Voilà rapidement ce que je pourrais ajouter. Merci. Merci. Ok, donc par rapport au fonds d'amorçage, je pense que tout a été dit. Juste pour préciser qu'actuellement, en partenariat, en fait, c'est la Banque mondiale, à travers le PPIF, a financé donc, une étude portant sur le renforcement des capacités des pays de l'UEMOA en matière de PPP. Et donc cette étude était structurée en 3 composantes. Il y avait une composante volet institutionnel, il y avait une deuxième composante, puis la troisième composante concernait en fait la stratégie de financement des projets, notamment PPP. Alors, cette étude a été présentée aux différents responsables des cellules PPP, des cellules PPP nationales. En fait, ce qui a été en fait retenu dans l'étude, c'est qu'il y a à peu près 80 facilités disponibles en Afrique en matière de préparation des projets. Malheureusement, les États ne sont pas informés des conditions d'accès à ces facilités. Donc, il y a au niveau du NEPAD des facilités, au niveau de la BAD, au niveau de la BOAD, mais c'est l'information qui ne passe pas. Donc, pour savoir un peu les conditions d'éligibilité. Et donc, ces facilités couvrent en fait, disons, trois volets. Il y a d'abord des facilités qui couvrent l'environnement, en fait, l'amélioration de l'environnement d'un pays. Là, par exemple, ce sont des facilités qui permettent, par exemple, de financer des schémas directeurs, de financer, par exemple, l'élaboration de textes juridiques pour, par exemple, rendre l'environnement attractif. Il y a des facilités qui interviennent au niveau des études de préfaisabilité. Ensuite, des facilités également qui interviennent dans l'étape de faisabilité jusqu'à la conception. Donc, c'est l'information qui n'est pas là, mais il y en a suffisamment. Et au niveau même de la CEDEAO, il y a par exemple le PPDU. Donc, on s'est même posé la question parce qu'au niveau de la BOAD, au niveau de l'unité régionale, on a présenté un projet de règlement qui porte création d'unité au sein régional et également un autre projet de règlement portant mise en œuvre des projets régionaux PPP au niveau régional. Et dans ce projet de règlement, on avait prévu de mettre en place ce qu'on appelle le comité des bailleurs de fonds. Donc, ce sera un fonds qui est abondé par les bailleurs et qui permettrait donc d'assurer la préparation des projets PPP. Mais on s'est posé la question de savoir, même s'il n'y a pas redondance quelque part, parce que il y a la BIDC, il y a le PPD, il y a le NEPAD. On est en train même de revoir notre approche pour voir un peu comment en fait fusionner, voilà, fédérer donc tous ces fonds de manière à ce qu'on aide à la préparation des projets d'inflation. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? ISD. Donc, on peut faire la pause. Il n'a pas répondu à la priorisation, à la planification des infrastructures qui a conduit la Suède à. Il y a une question en suspens. Oui. Posée par un pays développé qui a des problèmes. Un pays développé. Je pense que il y a des paramètres qui échappent au contrôle de l'État. C'est l'évolution tout simplement. C'est l'évolution tout simplement. Lorsqu'on regarde les projets d'infrastructure, vous voyez, ce sont des projets souvent qui vont sur 25-30 ans. Qui peut prévoir l'avenir dans 30 ans? Personne. Les modes de consommation changent. Les technologies évoluent. Quand on rentre dans un contrat comme ça, on fige 30 ans à l'avance la manière dont on veut qu'une infrastructure fonctionne. Mais en réalité, dans 15 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que ça va être complètement différent.